Les matins de France Culture, nous parlerons bien sûr des 24 heures du livre qui aujourd'hui vont parcourir tous les programmes de notre belle chaîne, mais nous ne pouvions pas ne pas évoquer et rendre hommage à nos confrères Guylaine Dupont et Claude Verdon de RFI, dont on sait maintenant qu'on les a donc assassinés à Kidal, un grand émoi chez les journalistes, mais d'ailleurs pas seulement. Mais je voudrais que nous retrouvions au téléphone, elle est sur un quai de gare, il doit prendre un train très vite, mais tout de même, bonjour Florence Aubenas. Bonjour. Je rappelle que vous êtes grande reporter au Monde, que vous avez été, vous, otage longtemps en 2005, notamment au cours de reportages en Irak. Alors, la mort de Guylaine Dupont, Claude Verdon, leur assassinat, ce meurtre qui apparemment, dont on ne sait pas encore toutes les circonstances, a été visiblement très froidement commis. Il repose la question, évidemment, du danger dans le journalisme, de la prise de risque, mais aussi, tout court, de l'information. Florence, ne va-t-on bientôt plus pouvoir informer sur les terrains dits dangereux ? Non, je crois que le problème ne se pose pas comme ça. Ce qui est vrai, c'est que nous devons, nous tous, réfléchir ensemble sur le fait que, en 20 ans, notre métier est devenu de personnes reconnues comme hors des conflits, les journalistes. Je me souviens quand on mettait presse au-dessus d'une voiture, quand on mettait un brassard journaliste, on était considérés comme des gens hors du conflit, des gens neutres, des gens protégés, c'était un statut à part. Aujourd'hui, mettre presse sur sa voiture, c'est se désigner comme cible, c'est absolument l'inverse. Et c'est ça la réflexion que nous devons avoir, c'est comment, en 20 ans, ce métier a évolué de cette manière-là. Nous sommes devenus de personnes protégées à cible. Mais si, du coup, le journaliste tout de même est devenu une cible, doit-il pour autant donc oublier qu'il est une cible ? Non, je pense qu'il faut absolument pas l'oublier, c'est-à-dire qu'il faut assumer les risques qui sont les nôtres, mais à la fois les prendre en compte plus que jamais. Et je pense que jusqu'à présent, la plupart des rédactions ont réfléchi chacun de leur côté à comment envoyer ces journalistes, comment prendre le moins de risques. La presse est aussi un métier concurrentiel, c'est pas forcément ce qu'elle a de mieux, mais en tout cas c'est la réalité. Et donc on a chacun essayé de faire de notre côté ce qu'on pouvait faire de mieux, j'allais dire pour les nôtres. Et je pense que maintenant il faut réfléchir ensemble à comment faire. Je pense qu'il faut que la presse se mette à réfléchir, avoir une réflexion commune sur la manière de travailler dans les zones à risque. Et j'allais même dire au-delà des pays, avec la presse américaine, des sortes d'états généraux. Je pense que c'est quelque chose qui devient maintenant nécessaire. Parce qu'il faudra bien sûr, j'imagine, se méfier de tous les côtés. De toute façon, Florence Aubenas, il faudra se méfier des terrains qui sont dits dangereux et à risque. Et puis il faudra du coup se méfier de ce que les journalistes ne soient pas constamment, du coup, encadrés, soit par des forces de police ou par l'armée. Le côté embedded, qui peut très bien aussi être un contrôle de l'information. Le danger est partout. Oui, c'est vrai, et la voie est très étroite. Et je crois que c'est justement pour ça qu'il faut apprendre maintenant à faire entendre notre voix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cibler un journaliste, le mettre en danger, ça correspond pour beaucoup de parties belligérantes à se dire, voilà, ça va nous faire de la communication, si horrible soit-elle. Et c'est ça aujourd'hui vraiment le danger. Et je crois que l'autre chose, c'est qu'il faut, je vais dire quelque chose d'assez compliqué à énoncer en ce moment de grande émotion autour de Guylaine, et c'est évidemment pas sur elle que les choses portent, mais je crois que notre métier, de plus en plus, manque de respect, j'allais dire. Pendant très longtemps, on était vraiment considérés comme des gens hors des conflits, avec une position neutre, avec une manière de travailler que tout le monde reconnaissait, et de plus en plus, ce respect s'est érodé. Et je crois qu'il faut aussi que nous-mêmes nous réfléchissions à ça comme journalistes. Florence Aubenas, est-ce que avant que vous, en 2005, vous soyez prise en otage, vous sentiez le terrain évoluer de cette manière-là, compliquée, ou est-ce que c'est au moment de votre prise en otage que vous vous êtes dit que c'était au fond devenu réellement très compliqué et qu'heureusement vous êtes sortie vivante, mais est-ce que ça correspond, est-ce que vous l'avez vu venir, ce glissement de la dangerosité, entre guillemets, des terrains pour les journalistes, et ce moment où vous dites que le brassard presse n'est plus un bouclier, mais au contraire une cible ? Oui, je crois qu'on l'a vu venir, et pour moi, un des moments les plus forts a été couvrir les événements en Algérie dans les années 90. C'est-à-dire qu'il accéder aux groupes rebelles dans les montagnes était impossible parce que nous étions menacés de mort. Les journalistes spécifiquement étaient déjà désignés comme des gens qui étaient à abattre.
On ne parlait pas tellement de prise d'otage à cette époque-là. Et du côté gouvernement, on était obligé de travailler avec 2 policiers en permanence, assistant à tous nos interviews et dans nos voitures. Donc il y avait littéralement une information muselée des 2 côtés. D'un côté parce qu'on n'avait pas accès à l'information, et de l'autre parce que cet accès était contrôlé. Et évidemment, les gens que vous interviewez avec 2 policiers à côté de vous ne sont pas à même de dire exactement ce qu'ils pensent. Donc c'était vraiment, pour moi, les prémices de cette situation, c'était l'Algérie des années 90, et c'est la Syrie aujourd'hui, malheureusement. C'est-à-dire qu'on travaille sous surveillance policière d'un côté, et de l'autre, il y a cette menace permanente des prises d'otages. Donc voilà, c'est ça, c'est l'information verrouillée des 2 côtés, en fait. Merci infiniment, Florence Aubeda, de votre témoignage. Je pense que vous aurez votre train. Nous partons tout de suite pour Bamako, où nous retrouvons Cécile Mégy, directrice de RFI, Radio France Internationale. Vous m'entendez, Cécile Mégy ? Oui, je vous entends. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes arrivée hier avec Marie-Christine Saragosse à Bamako, où vous avez rencontré les autorités. La première question... tout simplement, est-ce qu'on a du nouveau sur les conditions de l'assassinat de Ghislaine Dupont et de Claude Verdon ? Écoutez, à l'heure qu'il est, nous n'avons pas beaucoup plus d'informations que celles qui nous ont été données dimanche à la mi-journée à Paris, après la réunion interministérielle. Nous avons été reçus à ce moment-là par le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, et par le président Hollande, qui nous ont décrit les circonstances au vu des éléments qu'ils avaient, que le pick-up dans lequel Ghislaine et Claude avaient été enlevés devant la maison d'un responsable du MNLA avait été retrouvé à une douzaine de kilomètres de Kidal, sans aucun signe d'affrontement, en l'état, fermé, et les corps de Ghislaine et de Claude à une dizaine de mètres, une vingtaine de mètres du pick-up. Voilà, la seule chose qui nous a été vraiment confirmée hier, c'est qu'il s'agit bien, vous le disiez vous-même, d'un assassinat froid, aucune trace d'affrontement préalable n'a été décelée sur les lieux, et rappelons, et les questions qui restent. Et rappelons, pour le dire comme on le dit nous dans les coulisses, que Ghislaine Dupont et Claude Verdon n'étaient pas des bleus, pas d'inconscience, non, absolument, évitons ce genre de procès. Ils savaient bien faire leur métier. Ghislaine Dupont ne disait jamais où elle allait, sauf à 2-3 personnes. Donc il y a vraiment quelque chose qui est horrible vraiment dans ce qui s'est passé là. Oui, j'entendais Florence Aubenas tout à l'heure pour rebondir en quelque sorte sur ce que Florence disait tout à l'heure. Ghislaine et Claude Verlan étaient sans doute le duo de reporters les plus aguerris de la rédaction Afrique de RFI. Ils n'avaient pas été en reportage qu'en Afrique. Claude était lui aussi en Irak. Ils connaissaient ce terrain de Kidal. Ils y étaient allés au mois de juillet l'année dernière, enfin de mois de juillet pour couvrir les élections. C'était des reporters extrêmement aguerris, extrêmement précautionneux. Nous, en tant que responsables de la rédaction, bien évidemment, ils nous tenaient informés demi-journée par demi-journée de leurs faits et gestes. Et nous étions tous tendus vers le même objectif, avoir le maximum de sécurité pour nos journalistes. Vous l'avez rappelé sans doute à un moment, mais la rédaction de RFI, dans l'exercice de ce métier, a été extrêmement éprouvée ces 10 dernières années. Joanne Sutton est morte il y a 12 ans en Afghanistan, en couvrant le front nord de l'Afghanistan. Jean Hélène a été assassiné en Côte d'Ivoire il y a 10 ans exactement. Donc l'évaluation du risque, dans la mesure où on peut la faire au maximum, nous la faisons. Et si nous envoyons des duos comme ça, un technicien de reportage et une reporter extrêmement aguerrie, c'est aussi pour avoir le maximum de garanties de leur côté. Cécile Mégy, les corps devraient être rapatriés aujourd'hui, ils sont à Bamako ? Alors les corps sont à Bamako depuis hier. Et ils seront rapatriés en fin de journée ce lundi vers Paris. Nous arriverons demain matin très tôt à Paris. Aujourd'hui, les autorités maliennes ont souhaité organiser une cérémonie au départ des corps pour rendre hommage justement à Ghislaine et à Claude, à leur professionnalisme, à ce qu'ils ont fait dans ce pays depuis déjà plusieurs mois. Et
tout le monde, toutes les personnes que nous avons pu rencontrer aujourd'hui, depuis hier, nous saluent ce professionnalisme, saluent cette volonté de Ghislaine et de Claude, de RFI bien sûr, parce que nous sommes une radio de très grande proximité aussi au Mali, saluent le travail que l'ensemble des équipes de RFI qui sont venues ces dernières années, ou même quand elles ont traité les sujets maliens de Paris, l'importance qu'a eu RFI dans la vie des Maliens ces dernières années. Et aujourd'hui, la presse malienne organise même un rassemblement dans l'après-midi de protestation, puisque la presse malienne se pose aussi ces mêmes questions de la sécurité, de la capacité d'informer, de pouvoir, de cette liberté d'expression vraiment nécessaire et indispensable dans un pays comme celui-là. Elle se rassemble, elle proteste et elle rend hommage à Ghislaine et à Claude aujourd'hui. Merci, merci infiniment Cécile Bégy, je rappelle directrice de RFI depuis Bamako. Nous vous souhaitons beaucoup de courage, tout le monde à France Culture, les programmes, la rédaction, pour ces moments très difficiles. Donc après, bien sûr, l'assassinat de Ghislaine Dupont et de Claude Verdon. Merci, merci à vous Cécile Bégy. Merci à vous tous. Pierre Assouline. Biographe, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Biographe d'Albert Londres, d'Henri Cartier-Bresson. Albert Londres mort sur des terrains d'investigation, de reportage. Biographe d'Hergé, donc un peu de Tintin. On s'en tire comment d'une situation pareille quand on dit c'est les risques du métier? Eh bien, là, en l'espèce, je ne suis pas sûr que ce soit les risques du métier. C'est ça le problème. Parce que l'expression « les risques du métier », on y met beaucoup de choses. Et bon, alors on ne connaît pas exactement les circonstances de l'assassinat, mais c'est un assassinat de sang-froid. Les risques du métier, c'est des balles perdues, le plus souvent c'est ça. C'est la mort d'Albert Londres. C'est la mort d'Albert Londres sur un paquebot en mer de Chine. Enfin, sur ce paquebot sont morts d'autres gens qui n'étaient pas journalistes. C'est pour ça que l'assassinat atroce de nos deux confrères est aussi atroce que l'assassinat d'un ingénieur d'Areva au Niger ou ailleurs. Donc c'est pas une question de corporation ou de caste. Vous savez, je suis pas sûr. C'est bien pour ça, je pense que l'émotion est si grande. Ça dépasse évidemment. Voilà, ça dépasse le cadre des journalistes. Je ne suis pas sûr que ce soit d'abord que ces risques du métier soient si nouveaux que Florence Aubenas le disait. Robert Capa en Indochine, sautant sur une mine, Gilles Caron disparu au Cambodge, on ne sait pas trop comment il y a 40 ans, et beaucoup d'autres. Je veux dire, l'histoire de la presse, de grands reportages, est jalonnée, malheureusement, de disparitions, d'assassinats, de morts par accident. Parfois, les risques du métier englobent un certain nombre de choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas savoir. On va en savoir, je pense, davantage sur la disparition de nos deux confrères. Je demeure convaincu qu'un journaliste n'est pas un enfant de cœur et que son rôle ne consiste pas à précéder les processions, la main plongée dans une corbeille de pétales de rose. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie. Albert Londres, bien sûr. Ça devient de plus en plus compliqué de porter la plume dans la plaie. Oui, mais alors, ce qui est remarquable avec Albert Londres, c'est qu'il était toujours en première ligne alors qu'il écrivait. Aujourd'hui, même depuis pas mal de temps déjà, guerre du Vietnam notamment, tous les reporters qui doivent écrire ne vont pas en première ligne. On en connaît qui restaient souvent derrière et on ne va pas le leur reprocher. C'est extrêmement dangereux. Ceux qui prennent le plus de risques sont ceux qui n'ont pas le choix. Ce sont notamment les reporters de radio. Oui, parce qu'il faut le son. Il faut le front. Il faut le son. Ouais. Et puis les photographes et les caméramans. Ça, c'est Cartier-Bresson. Oui, mais eux, ils n'ont pas le choix. Donc, Cartier-Bresson n'était pas un reporter de guerre. Non. Il a effectivement participé... je dis participer, pas seulement assister en tant que reporter à la guerre d'Espagne. Mais là, il s'était engagé de manière militante, du côté républicain. Sinon, il a couvert la libération de Paris. Mais ça, c'était normal. Je veux dire que, comme n'importe quel Parisien, j'allais dire. Mais ce n'était pas un reporter de guerre. Alors qu'Albert Londres, lui, allait très souvent, mais pas exclusivement, mais très souvent, vers le front. C'est aussi un choix de vie. Ce qui fait qu'au fond, les reporters vont au front comme le torero va devant le taureau. C'est quoi? C'est l'idée que comme Tintin, reporter de guerre, ils s'en sortiront toujours? Non, moi je vous dis c'est un mode de vie. C'est le courage. Ceux qui choisissent ce métier
le font en connaissance de cause. Ils savent qu'il y a des risques à prendre. Ils le font, alors très souvent, parce qu'ils ont une très haute conscience de leur métier d'informer et de leur devoir d'informer. Enfin, on peut le faire sans quitter Paris ou sans quitter la ville qu'on habite. Et ceux qui le font dans des conditions extrêmes le font aussi avec un certain goût, en plus du devoir d'informer, soit du voyage, soit cette adrénaline particulière. Moi, j'en ai connu beaucoup, notamment chez les caméramans de télévision, qui avaient ce goût-là particulier. Dont on dit parfois entre nous que c'est des barges, pour le dire clairement. C'est casse-gueule. Oui, bien sûr. C'est casse-gueule, c'est le cas de le dire. On ne va pas 5 fois de suite en Afghanistan uniquement parce qu'on y est obligé. Il y a des raisons profondes. Et ça, ce sont manifestement des choix à assumer. Pierre Assouline, vous êtes avec nous et à vos côtés. Bonjour, Sabine Vespizer. Bonjour. À l'occasion des 24 heures du livre et du prix Goncourt tout à l'heure. Dites, Pierre Assouline, alors vous êtes le bisu? Je suis le bisu, oui, avec Philippe Claudel. Hein. Ah oui, vous êtes avec on a commencé l'année dernière déjà. Ah oui, c'est la deuxième année. Juré Goncourt, faites partie des 10 assiettes, des 20 couverts. On est les 10 couverts, on est les bleus. Ouais. Claudel et moi, oui. Bisuté ou pas bisuté quand même? Non, il n'y a pas de bisutage. Genre le petit nouveau, comment il va se comporter? Non, ça se passe très bien. Vous savez, très vite, dès qu'on est arrivé, lui et moi, il y a donc 1 an et demi, 2 ans, on a été admis tout de suite, quoi. Le tutoiement est de rigueur. Ouais. Et au bout de 5 minutes... La cravate aussi? Non, mais moi j'aime bien mettre la cravate. Je la mets uniquement quand je vais dans ce restaurant. Et puis, on a tout de suite été admis. On avait l'impression qu'on était là depuis longtemps, au bout de 5 minutes. Parce que ce sont des écrivains, avant tout. Ce n'est pas un jury ni de journalistes ni de lecteurs. Ce sont des écrivains. Et puis, on a le sentiment qu'on fait partie d'une famille, d'un club de copains. Vous mangerez avec les fourchettes et le couteau de qui? Alors, vous êtes à quelle table? À la 10? Moi, non, pas la table, le couvert. Enfin, le couvert, c'est ça, le couvert. Moi, le couvert de qui? C'est gravé. Je suis au couvert numéro 10, mais d'abord, je peux vous dire une chose, ces couverts vont être enlevés quand la meute de nos confrères va arriver, parce qu'ils sont 350 à peu près. Hein. Mais c'est un fétiche. Oui, c'est des couverts en vermeil. Il y a un coffre-fort dans la salle à manger de Drouan, dans notre salle à manger, que pour ça, que pour mettre les couverts. Moi, je suis le 4e, ce qui est très peu, en 110 ans. Le premier est resté 45 ans. C'était Lucien Descaves. Ensuite, il y a eu Pierre Macorlan. Et enfin, Françoise Mallet-Joris. Ouais. Mais la plupart des autres, ils ont 7 ou 8 prédécesseurs. C'est très chic. Vous écoutez France Culture, 8h17, c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Ouvrez vos oreilles, Pierre Assouline. Dans son fameux texte de 1950, La littérature à l'estomac, Julien Gracq, qui est probablement le plus grand écrivain français de la seconde moitié du XXe siècle, se moquait des prix littéraires. Il les comparait à ces pièces de 20 sous que des touristes sadiques jetaient dans le bassin de Saint-Nazaire pour appâter les enfants pauvres afin qu'ils plongent à leur poursuite. On appâte avec n'importe quoi ces écrivains dressés de naissance sur leur train de derrière, écrivait-il, toujours dans La littérature à l'estomac, où Gracq comparait notre passion nationale pour les écrivains à la bourse d'une part et à la politique de l'autre. Il anticipait d'ailleurs sur son époque en prévoyant le phénomène du fan club et la transformation de l'écrivain en vedette. Alors, la bourse des valeurs donc, comme il disait, parce que nos écrivains ont chacun leur cote, que celle-ci fluctue sans cesse et qu'il est de bon ton d'en être précocement informé, comme s'il fallait vendre avant la baisse. Et Gracq de citer les cas de crack posthume en littérature, comme celui de Béranger, adulé de son vivant comme le rival de Chateaubriand et oublié sitôt disparu. Je prends les paris pour certains de nos contemporains. La bourse encore parce que le français de cette époque se classait encore à travers sa manière de parler littérature, de réagir à certains noms d'auteurs. La distinction, disait Bourdieu, dont les références dataient de cette époque. Aujourd'hui, c'est par les marques qu'on arbore qu'on se distingue et hélas, plus vraiment par les écrivains qu'on cite. La politique, disait encore Gracq. Le public français sait, lui, que sa destination de naissance est d'élire des présidents de la République des lettres. De là, cette cuisine parlementaire, ces jalousies, ces intrigues de sérail, ces manœuvres de couloir, ces débauchages de clientèle, ces débinages journalistiques, ces scrutins à double fond, ce cursus honorum plein de pièges et de détours qui rendent la vie littéraire si bassement excitante. Toujours Julien Gracq. Plus loin, il parle également d'électoralisation de la littérature. Et il faut se souvenir qu'à cette époque, à l'époque donc du texte de Gracq, nos présidents de la République n'étaient pas élus directement par le peuple, mais indirectement par un collège de grands électeurs. Le public assistait en spectateur aux jeux de coulisses et au marchandage entre partis et groupes d'influence.
Eh bien, n'en va-t-il pas de même pour la littérature ? Les jurés des prix littéraires prennent sur eux de désigner le grand écrivain de l'année, chacun selon des critères qui lui sont propres, alors que le public, tout puissant dans tous les domaines, aujourd'hui aimerait bien donner son avis. Je trouve intéressant l'avis de Sylvie Ducas, qui a publié tout récemment une étude sur les prix littéraires qui s'appelle « La littérature, à quel prix elle a découverte ». Elle faisait tout récemment observer, lors d'un dialogue avec vous, Pierre Assouline, qui est mis en ligne par le Nouvel Obs depuis hier, la montée en puissance des prix littéraires décernés par des jurys de lecteurs et de libraires. Cela devrait nous amener à une réflexion sur l'expertise littéraire, disait-elle, parce que leurs palmarès, ceux des lecteurs et des libraires, ne sont pas indécents. On trouve même le même taux d'erreur que dans les prix traditionnels. Alors, dans l'après 68, vous vous en souvenez, on a beaucoup contesté les prix et les jurys. Il paraît que c'est Hervé Bazin qui est, en tous les cas, il est réputé pour avoir sauvé le Goncourt en réformant les procédures et les critères de sélection. Mais à notre époque démocratique, alors qu'on nous fait donc suffisamment confiance pour nous laisser désigner nous-mêmes le président de la République, avons-nous encore besoin de jurés de prix littéraires ? La chronique de Brice Couturier a réécouté sans cesse Pierre Assouline sur franceculture.fr. Bon, allez-y. Oui, d'autant plus que dans cette chronique, les 3/4 sont de Julien Gracq, qui est un grand écrivain. Lui. Et qui est un écrivain... oui, Première banderille. Deuxième. Non, mais comme j'aime beaucoup ce pamphlet, La littérature et l'estomac, que je relis à peu près une fois par an, et qui reste d'actualité, même si Gracq, par ailleurs, a écrit des choses beaucoup moins pertinentes sur le livre de poche, puisqu'il était contre le livre de poche. Heureusement qu'il n'a pas eu raison là-dessus. Bon. Cela dit, les prix littéraires, oui, écoutez, moi je suis, depuis bien avant le concours, je suis tout à fait favorable aux prix littéraires. Il y en a 2000. La France est une nation de prix littéraires. 2000 prix littéraires, ça signifie quoi ? Je crois que c'est un record, mais peu importe le chiffre. Ça signifie que régulièrement, en tout cas à la rentrée, mais aussi pendant l'année, l'opinion se focalise sur des livres. Soit avec beaucoup de bruit. Spécifiquement français. C'est très français. Écoutez, ça fait rentrer les gens dans des librairies, ça fait parler des livres dans les journaux et à la radio et à la télévision. Et ça en fait même parler au café du commerce. Eh ben, tant mieux. Tant mieux parce que ça fait lire. Ça, c'est le premier objectif. Et le second, très souvent, ça aide les écrivains, dont on oublie que parfois, non seulement ça fait vendre leurs livres, mais ça leur apporte parfois de l'argent, ce qui les aide considérablement à continuer à écrire. Il faut dire que la question du Goncourt, Pierre Assouline, vous le racontez du côté de chez Drouin, Gallimard France Culture, cette question du Goncourt, elle a été importante tout de suite, très très vite quand même. Ça a pris très vite cette idée que la fébrilité tournait autour de ces premiers jours de novembre où on allait décerner le prix Goncourt. Cette fébrilité, vous la connaissez, Sabine Vespizer, vous avez eu 2 de vos livres sur les listes du Goncourt, jusque même au caracolage final. Il y a eu Michel Lèbre en 2007 et Vincent Borel avec Antoine et Isabelle en 2010. Alors aujourd'hui, vous n'avez pas réussi les Goncourt en rien foutu en ne lisant pas le livre de Marie Richeux qu'on écoute tous les jours sur France Culture à 16h. Bon, tant pis pour eux. Cela dit, du coup, est-ce que vous tremblez quand même ? Est-ce qu'il y a une fébrilité quand même en tant qu'éditeur, éditrice ? Il y a une vraie curiosité et moi je prends les prix très au sérieux parce que depuis surtout le jour où vous aurez le Goncourt. Surtout que le jour où, je l'espère, un de mes auteurs accédera à cette récompense suprême qu'il le reste. Je crois en tout cas que le monde a changé, que le monde de l'édition a changé depuis Julien Gracq et que nous avons basculé. Et c'est une réalité dans l'industrie du livre. Et que dans l'industrie du livre, les prix ont une importance de plus en plus fondamentale. Quand j'ai créé ma maison d'édition... Parce que c'est la crise et qu'il faut vendre. Quand j'ai créé ma maison d'édition il y a 10 ans, j'arrivais à peu près à vendre de manière homogène. Tout avait un tirage à peu près homogène, tous les livres que je publie. Pardonnez-moi, ce n'est plus le cas. Donc, il faut espérer, chaque éditeur aujourd'hui, qu'il soit petit ou qu'il soit gros, a besoin, à un moment donné de l'année, qu'un livre se vende un petit peu plus. Évidemment, les prix jouent leur rôle dans ce dispositif-là. Ça, c'est tout à fait évident. Maintenant, ce qui est très important dans les prix littéraires, par-delà la récompense à l'éditeur qui peut continuer de ce fait de faire tenir sa maison debout. Je parle d'édition indépendante, donc je sais de quoi je parle. Par-delà la récompense à l'auteur et la validation
symbolique aussi que ça représente. Les prix littéraires, c'est très important pour la librairie. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui aussi dans un monde de crise du livre où il y a crise de la lecture, il y a crise économique, il y a arrivée du numérique, d'Internet, Dieu sait quoi, on en parlera probablement. On a besoin, moi j'ai besoin en tant qu'éditeur de création, d'une librairie forte. Parce qu'une librairie forte, c'est une librairie qui est capable de créer le son. Et ça, le bandeau Goncourt, le bandeau Renaudot, le bandeau féminin que vous avez eu, il aide très clairement et les éditeurs et les libraires. Surtout à un moment où la librairie a de très mauvais chiffres. Au mois de septembre, là qui vient de passer, le chiffre d'affaires de la librairie a baissé de pratiquement 5% par rapport au mois de septembre de l'année dernière qui était déjà en baisse. Donc vous imaginez. Sabine Vespizer, vous êtes à côté de Pierre Assouline, c'est le moment ou jamais de le corrompre. Pierre Assouline raconte comment au fond le Goncourt et d'autres prix, mais le Goncourt surtout puisqu'il est le premier en haut de l'affiche, a été accusé d'être au fond une sorte de chose manipulée où on achète les jurés Goncourt pour donner tel prix, ce qui a fait que du coup ce prix Goncourt est devenu le prix d'ailleurs Caligraseuil. On sait comment les éditeurs acharnés tout de même veulent l'avoir. Alors corruption, pas corruption, Pierre Assouline, vous dites des périodes tout de même pas formidables, mais c'est pas si vrai. Voilà. Pour le Goncourt, comme pour tous les prix littéraires, un jugement n'est pertinent que si on juge un jury par rapport à l'époque où il exerce son pouvoir. Et vous vous doutez bien que depuis un siècle, le jury a beaucoup changé. Donc il y a eu des époques. Il y a eu des grandes époques, il y a eu un âge d'or, il y a eu de moins bonnes époques. Il y a eu notamment 2 époques que je trouve très regrettables. Les années 50-60, où il y a eu une domination totalement abusive de Gallimard, à laquelle a succédé une domination tout aussi abusive de Grasset dans les années 70-80. Aujourd'hui, c'est fini. Pourquoi ? Parce que d'abord, les temps ont changé. Ensuite, parce que depuis une dizaine d'années, le jury a évidemment changé, il s'est renouvelé, il s'est donné un nouveau règlement. Et par exemple, il y a une clause qui est extrêmement importante. Ça peut paraître aujourd'hui un peu irréel, mais ça n'existait pas jusqu'à présent. Il est interdit à un membre du jury d'être salarié d'une maison d'édition. Il y a eu une époque où la moitié du jury était salarié d'une maison d'édition. Bah oui, enfin, on ne se sert pas normalement. En principe, on ne se décerne pas des prix aux livres qu'on a édités. Ça a longtemps existé. Alors, des questions, Brice Couturier, Stéphane Rosès. Juste une petite liste accablante. J'ai pris tous les 10 ans les Goncourt. Et c'est vrai que ça s'améliore, mais regardez le début. 1920, Ernest Perrochon pour Naine. Qui s'en souvient ? 1930, Henri Fauconnier pour Malaisie. Vous savez ce que c'est ? 1940, Francis Ambrière pour Les Grandes Vacances. Ça, c'est encore un tout petit peu dans les manuels de l'histoire-littérature. 1950, Paul Collin, Les Jeux sauvages, totalement oublié. Mais alors, le pire, c'est 1960, Vintila Oria. Le prix est retiré en raison des révélations du passé de l'auteur qui a appartenu au fascisme roumain. 1970, ça commence. Enfin, Michel Tournier, le roi des zones. Là, on a un grand écrivain. 1980, Yves Navarre. Bon, c'est pas méprisable pour Jardin d'acclimatation. Et puis, alors voilà, ça devient vraiment bien. 90, Jean Rouault, Les Chants d'honneur. 2000, Jean-Jacques Schul, Ingrid Cavone. Bon, c'est vrai qu'on a le sentiment que plus on avance dans le temps et plus les prix littéraires sont mérités. Évidemment, tout ce que vient de dire Brice Couturier est faux. On va faire la preuve par les archives. Le prix Goncourt pour 1933 est décerné à monsieur André Malraux pour son roman La condition humaine. Au 2e tour, le prix est décerné à madame Elsa Triolet pour son livre Le premier accro coûte 200 francs. Raymond Queneau va parler. Aujourd'hui, 3 décembre 1951, 100e anniversaire du journal des Goncourt, notre académie a décerné son 49e prix au rivage des Syrtes de Julien Gracq. Le 51e prix Goncourt a été décerné au mandarin de Madame Simone de Beauvoir. L'Académie Goncourt vient de décerner le prix Goncourt 1978 au 3e tour à Patrick Modiano pour son roman Rue des boutiques obscures et l'ensemble de son œuvre. Le prix Goncourt de 2010 a été attribué au premier tour de scrutin, vitesse record de 1 minute 29 secondes, par 7 voix au livre de Michel Houellebecq,
La carte et le territoire, édition Flammarion. Et voilà, et encore il n'y a pas 1975, Émile Ajar, La vie devant soi au 8e tour. Je trouve Pierre Assouline. Je trouve qu'à France Culture, vous êtes très vache avec votre chroniqueur, parce que... C'est habituel. Oui, moi, j'avais fait un sondage aléatoire tous les 10 ans à la méthode de Stéphane Rosès, non, mais Marc a choisi uniquement les bons choix. Vous lui infligez un terrible démenti, mais évidemment, depuis Malraux et même avant, et ça n'a jamais cessé, et à commencer par Julien Gracq. Il l'a refusé, n'empêche qu'on lui a décerné. Bon, il y en a eu beaucoup d'autres. La liste que vous avez faite, évidemment, elle est aussi injuste que celle qu'on fait parfois avec le prix Nobel. Parce que le Nobel, on oublie qu'il faut que les lauréats soient vivants et que parfois ils ne sont révélés que juste après leur mort. Donc, évidemment, c'est injuste. Et évidemment, on trouvera nombre d'écrivains qui ont disparu, dont on ne trouve même plus les livres, mais qui vous dit que dans 40 ans, on saura qui était Jonathan Littell ou Michel Houellebecq. On n'en sait rien. Ça fait la fortune éventuelle momentanée des libraires et des éditeurs, mais ça ne fait pas forcément la fortune de l'auteur. La question d'avoir le prix Goncourt, Pierre Assouline. C'est drôle parce que... Ça peut tuer un auteur. Et alors ça peut tuer un auteur. D'autant qu'au fond, le prix Goncourt, c'est un testament. Oui, c'est un testament. Au départ, et vous voulez dire quoi par là? Mais qu'on ne sait pas que c'est un des deux frères Goncourt qui a décidé qu'après sa mort, il fallait créer une fondation et créer Esprit. Oui, c'est une disposition testamentaire, mais pas crépusculaire pour autant. Au contraire, on l'a fait vivre. Non, ça peut tuer un écrivain, le Goncourt. Quand un écrivain, pour un premier roman, à le Goncourt, quel que soit son âge. Regardez, Jean Carrière, L'Épervier de Maheu, ne s'en est jamais remis. Il a écrit 25 ans après un livre terrible qui s'appelait Le prix d'un Goncourt, où il racontait que ça l'avait tué. En revanche, Jean Rouault, qui l'a eu pour son premier roman, Les Chants d'honneur, à 40 ans, s'en est très très bien sorti de cette épreuve. Ça a été une épreuve parce qu'il a construit une œuvre juste après. En revanche, un nom qu'on n'a pas cité tout à l'heure, qui est un des plus grands livres couronnés par le Goncourt, c'est Le dernier des Justes d'André Schwarzbach, qui n'a pratiquement plus rien écrit après, qui s'est retiré, mais qui était un véritable chef-d'œuvre, qui a été révélé et consacré par le Goncourt. Le Goncourt, ça change la vie, comme le disait en 1976 Patrick Grinville. J'ai l'impression que tous mes 4 romans ont eu le Goncourt. Enfin, c'est pas seulement Les Flamboyants, j'ai l'impression que ce que j'ai fait, ça a eu le Goncourt, et c'est important. Je suis très heureux que les Goncourt aient couronné un roman baroque, un roman libre, enfin un roman d'aventure baroque. Est-ce que le prix Goncourt, pour vous, c'est un point de départ ou un point d'arrivée? Non, c'est une consolidation. Dans mon itinéraire, ça me donne des vitamines. Ça me vitamine pour continuer. C'est une espèce de dopage. De dopage. C'est un doping extraordinaire. Voilà, Patrick Grinville, c'était à l'occasion, c'était pour son livre Les Flamboyants. Stéphane Rosès? Oui, vous nous avez dit à quel point les prix littéraires étaient une spécificité à ce point française. Moi, j'aimerais vous interroger sur le fait de savoir à quel point, selon vous, par exemple, le Goncourt est représentatif de la production littéraire et à quel point la production littéraire, à un moment donné, vous avez utilisé tout à l'heure le terme d'opinion, est révélatrice de l'imaginaire du pays au moment où le Goncourt ou les prix littéraires sont discernés. Et est-ce qu'à votre avis, il y aura un hiatus entre les jurys populaires, éventuellement plus en phase avec l'état de l'imaginaire d'un pays à un instant T, et puis les choix du Goncourt Je ne crois pas qu'il y ait un hiatus entre ces deux sortes de jurys, parce que moi je suis, par exemple, de près le jury du Livre Inter, qui est un jury populaire de lecteurs, qui est très suivi depuis des années. C'est souvent les mêmes livres et les mêmes auteurs qui sont plébiscités, et c'est le cas aussi pour d'autres prix décernés par les lecteurs, le Grand Prix des lectrices de L, donc des prix de médias qui montent en puissance, et tant mieux. Tant mieux qu'ils montent en puissance. Il n'y a pas de hiatus avec les jurys, disons, d'écrivains ou de critiques littéraires, donc des jurys, entre guillemets, professionnels. Est-ce que les livres qu'ils distinguent sont représentatifs de l'ère du temps C'est pas le prix lui-même qui l'est, parce qu'un livre ne peut pas représenter l'ère du temps d'une époque. C'est pas possible. En revanche, la liste de sélection peut le représenter. Et moi, je tiens que cette année, par exemple, au Goncourt, la première liste de sélection, et même l'actuelle, où il n'y a que 4 titres, sont assez représentatifs de la tendance, en littérature générale ou en fiction française d'aujourd'hui. Que ce soit Karine Thuil, Jean-Philippe Toussaint, Frédéric Verger pour un premier roman, ou Pierre Lemaitre, ce sont 4 très bons livres qui reflètent 4 tendances
Évidemment, tout n'y est pas. Il y en a certainement d'autres. Mais je crois qu'on a un tableau relativement complet de ce qui est paru cette année en France. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans votre livre, vous dites que si on prend aussi la liste des prix Goncourt, par exemple, sur la première moitié du XXe siècle, on se rend compte qu'il y a, est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est cela qui reflète l'air du temps, un goût pour, par exemple, la littérature régionalisto-agricole. Vous dites, on se rend compte que régulièrement que des livres... une époque. Voilà, on est de 1900 à 1900. Non, mais parfois, c'est un reflet, c'est un instantané, pour reprendre votre expression. Parce que, par exemple, sous l'occupation, Henri Pourrat, la terre ne ment pas, là, en l'occurrence. Et puis à la Libération, Elsa Triolet, là aussi, c'est un très bon reflet. Il y a eu d'autres époques, mais ça, ce sont des époques de crise, disons. Ou même dans les années 20. Mais maintenant, c'est pas par rapport à une crise, c'est quand même par rapport à, je crois, la production. À peu près. Bien entendu, il en manque. Et c'est la mise en avant aujourd'hui de quoi ? De l'individuation, du rapport à l'intime ou de la tension entre l'intime et le reste de la société ? Si ce sont des thèmes auxquels vous faites allusion, ce qui est frappant, c'est la guerre. Là, les deux des livres dont on parle le plus... Le Maître, c'est la Première Guerre mondiale. Verger, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Alexis Génie, qui a eu le prix Goncourt il y a 2-3 ans, c'était les guerres françaises. Et Jonathan Littell, c'était la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, la guerre, on n'en sort pas. Et puis, très souvent, c'est la guerre d'Algérie, de plus en plus. C'est ça, il y a quelque chose de récurrent. Et le fait que, c'est pas simplement l'avis des jurés, le fait que les lecteurs plébiscitent ces romans-là, quand même, il y a quelque chose. Pierre Lemaître sera l'invité d'Alain Weinstein ce soir dans Du jour au lendemain, donc à minuit, pour son livre Au revoir là-haut, chez Albin Michel, qui est sur la liste des Goncourables, dont beaucoup disent, j'essaie de voir s'il y a un ciment dans l'œil de Pierre Assouline, dont beaucoup disent que c'est donc lui, le futur prix Goncourt, tout à l'heure, chez Drouin. Je ne vois rien dans les yeux de Pierre Assouline. Ils sont beaucoup mieux informés que nous, parce que très sincèrement, on n'en sait rien. Sabine Vespizer. Vous qui êtes à côté de Pierre Assouline, essayez quelque chose. Je voulais simplement intervenir sur la thématique. Je voulais plaisanter en demandant à Pierre Assouline de ne pas dégager de grands thèmes, parce que nous, éditeurs, allions recevoir des quantités de manuscrits sur la guerre. C'était Pierre Lemaître qui allait recevoir. Ou Frédéric Verger. Ou Frédéric Verger. Ce matin, chez Toufik Hakem, il y a un de vos auteurs qui est passé, Kamel Daoud, que je recommande vivement, qui est le point de vue de l'étranger vu du côté algérien, qui est un livre très important, me semble-t-il. Qui était l'éditorialiste au quotidien d'Oran, Thierry Pêche. Oui, alors moi quand j'ai quitté l'édition, parce que ça a été mon métier il y a 5 ans, je me suis dit chouette, je vais pouvoir me fâcher avec les jurés maintenant, parce que c'est un truc qu'on ne peut pas faire quand on est éditeur. Mais en fait, vous êtes très sympathique, Pierre Assouline, j'ai pas du tout envie de me fâcher avec vous, je voulais juste faire observer que le nouveau règlement qui interdit effectivement aux jurés d'être des salariés des maisons d'édition qui pourraient avoir des livres dans le concours, c'est très bien, mais on sait très bien aussi qu'il n'y a pas que le salaire qui peut... Il y a l'amitié. Il y a l'amitié et il y a les avaloirs. Alors, je voulais juste faire observer une chose, c'est que vous défendez le prix au début, là, des premières questions qui vous ont été posées, par l'industrie, en disant, et c'est tout à fait défendable d'ailleurs, ça fait lire, c'est très bien, puis vous dites, c'est devenu une industrie, on le sait tous, et c'est tout à fait juste. Est-ce que du coup, lorsque vous examinez les livres, vous vous interrogez sur leur potentiel de vente? Autrement dit, est-ce que vous seriez susceptible de voter pour un livre ayant très peu de chances de recueillir beaucoup de lecteurs en librairie? Oui, je vais vous dire pourquoi. Enfin, d'abord, la première chose, ce qui compte, que vous me croyez ou pas, c'est le texte, c'est le livre. On parle du livre. Je dirais même, on parle du livre avant de parler de l'auteur. C'est plus important. La deuxième chose, oui, pour répondre à votre question, même si son potentiel, comme vous dites, de lectorat ou de vente est assez faible, on voterait pour lui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les prix littéraires, notamment les prix de la rentrée et surtout le Goncourt, ont pour vocation très souvent de révéler un auteur inconnu. Frédéric Verger, qui connaissait son nom il y a un mois? Personne. Pierre Lemaître, à part quelques amateurs de polar. Personne. C'est comme une sélection au Festival de Cannes, vous pouvez très bien faire un livre difficile en étant peu connu. Difficile, écoutez, pour moi, Les Bienveillantes, quand je l'ai lu en épreuve, était un livre très difficile. Et j'étais heureux qu'il ait le concours. Mais c'était un livre extrêmement difficile et exigeant. Vous avez été, pendant quelques années, aux éditions du Seuil. Vous avez publié des livres parfois difficiles. Et vous savez très bien que quand on publie un livre, on ne sait rien du destin d'un livre. Quand j'ai publié ma biographie de Gaston Gallimard il y a peut-être 30 ans,
Si on m'a demandé quelle phrase resterait, j'ai dit pour moi, il reste une phrase de Gaston Gallimard, on ne sait rien du sort d'un livre quand on le publie. Gallimard ne savait strictement... Ah non, je vous assure. Gallimard ne savait strictement rien. Pas du tout. Non, pas du tout. Regardez le tirage premier d'un livre d'un inconnu, et qui parfois peut devenir, que ce soit Anna Gavalda, que ce soit Puertolas actuellement, Romain Puertolas. Personne ne sait qui c'est. Personne ne sait qui c'est. C'est en train de devenir un best-seller mondial. Vous pensez que quand le Dilettante l'a sorti à 2222 exemplaires, il pensait à ça ? Il ne pensait pas. Il l'a publié parce que ça lui plaisait. Donc, c'est très souvent comme ça. Donc, le potentiel de vente d'un livre, moi, je dis, on n'en sait rien, donc ça n'a pas d'importance. Ou l'aventure de Joël Dicker chez De Fallois, par exemple. C'est la même chose. Sur cette question, Sabine Vespizer, on ne sait rien du sort d'un livre. On ne sait rien du sort d'un livre et quand on édite un livre, on joue toujours un peu. C'est pourquoi la période des prix est toujours une période fascinante, parce qu'on spécule, on joue, c'est l'usine à rêve et en même temps le pouvoir de l'imaginaire. Mais en effet, on ne peut qu'espérer. Maintenant, qu'on ne sache rien, c'est une chose, mais on sait quand même un peu comment essayer de faire passer un livre à son lecteur. Et on s'appuie beaucoup quand même sur une armée de l'ombre qui est la librairie. Et qui sont des gens qui, eux, sont capables, avant même, souvent, les jurés de prix ou les journalistes, de créer le son autour d'un livre totalement inconnu chez un éditeur inconnu. Quand j'ai créé ma maison, j'avais publié un premier roman d'une inconnue totale, Diane Meur, un roman de 500 pages qui se passait au XIVe siècle. J'ai fini par en vendre 5000, c'était grâce aux libraires. Et puis, vous avez eu l'idée, parce que vous avez aussi édité, du coup, je crois que c'est au tout début, Nuala O'Fallon. Et Nuala O'Fallon au tout début, et en effet, Nuala O'Fallon a été repérée par la librairie, et puis petit à petit, évidemment, enfin tout le monde s'y est mis, mais je crois qu'aujourd'hui, on parlait d'industrie du livre, et c'est tout à fait vrai, et la prescription est de plus en plus diffuse. Hein. Et ça, c'est pourquoi les prix ont une importance, mais pour sortir de cette prescription diffuse, finalement, le bras armé sur lequel nous appuyons, nous, éditeurs de création, qui publions par définition des auteurs inconnus, qui ont vocation à trouver le plus grand nombre de lecteurs possible, c'est par la librairie, par le conseil libraire, et c'est pourquoi ce métier-là est tellement important et pourquoi il est tellement important de le garder dans la boucle. Nous verrons tout à l'heure avec Vincent Monladé la question de ce plan librairie, justement. Pierre Assouline. On a vécu une époque où pendant 20 ans, justement, la prescription n'était pas diffuse. C'était apostrophe, la prescription. Admirable. Mais c'est avait un pouvoir ça. extraordinaire. C'était fini. Elle est devenue diffuse depuis. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les libraires sont très importants, ainsi que les critiques, ainsi que les lecteurs, ainsi que les libraires littéraires. Tout ça forme ce qu'on appelle aujourd'hui le buzz, qui est en fait le nom pour un vieux mot qui est le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille qui fait le succès d'un livre. C'est pas un tel ou un tel. Un article, un critique littéraire n'a pas le pouvoir de faire le succès d'un livre. C'est pas vrai. C'est un ensemble de choses qui crée ce bouche à oreille. Et fort heureusement, c'est incontrôlable, c'est immaîtrisable, parce que sinon les plus riches, les éditeurs les plus riches pourraient l'emporter par rapport aux petits éditeurs. Et c'est devenu de plus en plus, disons, préoccupant, ce bouche à oreille. Il y a quand même un monopole des gros éditeurs, comme on dit, par exemple sur le Goncourt. Non, il n'y a pas de monopole. Simplement, le jeu de mots Caligrasseuil, il n'est pas né au hasard. Quand vous allumez des prix littéraires des 20 dernières années ont été décernés à Gallimard, Grasset, Le Seuil. Quand vous allumez la télévision, vous tombez sur quoi? Sur la première chaîne. Eh bien, quand vous êtes un auteur, très souvent, je ne dis pas que c'est automatique, mais très souvent, le réflexe, c'est d'envoyer votre manuscrit par la poste à l'éditeur qui publie les livres que vous lisez. Alors, si vous êtes Houellebecq, vous l'envoyez à Maurice Nadeau et vous l'obligez à publier à cause de Georges Perec. Mais si vous êtes Monsieur Tout-le-Monde, vous ça a existé. Racontez l'histoire. Pardon, parce que du coup, je ne l'ai pas noté comme ça, mais l'écrivain qui donne son manuscrit à Boulevard Raspail à la librairie Gallimard et qui obtient le prix Maurice Bedel. Voilà, Maurice Bedel. Il est client de la librairie et puis il l'apporte au directeur de la librairie, Roland Saucier, il lui dit... Voilà, si vous voulez publier ça, il dit non, mais moi je suis pas éditeur, je suis le libraire. Je suis que le libraire. Je vais le transmettre. Il a eu le Goncourt 2 mois après. Ouais. Bon, mais là, actuellement, dans les livres de la rentrée, que ce soit Le Maître, que ce soit Verger et quelques autres, ce sont des livres arrivés par la poste. Les gens oublient ça. Ils pensent toujours que c'est parce qu'ils connaissent quelqu'un qui est dans le réseau. Non, ce sont des livres arrivés par la poste. C'est important de le rappeler. Le dernier mot pour la conclusion. Nous arrivons au bout de cette partie des Battle France Culture. Sabine Vespizer.
Évidemment, là, on vit dans un monde idéal. On parlait tout à l'heure de l'industrie du livre, pardon d'y revenir, mais il est assez fréquent aussi que l'industrie tente le clonage et que de fait, ces belles histoires que Pierre Assouline vient de raconter tentent d'être reproduites, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc quand un livre a du succès, souvent on voit beaucoup de petits clones qui sont des livres beaucoup moins intéressants et qui sont des petites imitations. D'où, du reste, la multiplicité des livres qui paraissent. Enfin, on est là dans une surproduction où il est difficile où il faut être absolument nuancé sur le sort de chacun. Mais l'édition a toujours vécu sur le principe de la cavalerie, c'est pas d'aujourd'hui. Ce que je voulais préciser, Marc Voinchy, avant que vous ne m'interrompiez sauvagement, c'était que le réflexe naturel, donc, c'est d'envoyer très souvent le manuscrit aux maisons d'édition, pas seulement les plus connues, mais celles qu'on dit Gallimard, Grasset, Le Seuil, Albin Michel et d'autres grandes maisons, beaucoup plus facilement qu'une petite maison, sauf si on est un lecteur de Beckett, on l'envoie à minuit, bien entendu.